Mesdames et messieurs, l'équipe du musée de la photographie est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour écouter notre 28e édition de Café Histoire intitulée La bataille d'Andy le 8. Nous sommes là pour écouter M. Manassé Sobimandous, historien, enseignant-chercheur, qui va donc nous partager les résultats de recherche en histoire effectuées il y a plusieurs années déjà et publiées. Cela fait 46 ans maintenant parce que l'article a été publié en 1975 pour la première fois dans une revue scientifique qui s'appelle Oumal Senior, il va nous en parler. Mais le musée de la photo a choisi et a invité donc Manassé Sobimandous pour partager ce point d'histoire de Madagascar pour le public du musée, car le musée est là pour justement partager l'histoire de Madagascar pour que nous, Malgaches, nous nous en approprions, ainsi que toutes les autres nationalités du monde pour comprendre notre histoire de ce pays. Dans une visée donc d'éducation citoyenne et de construction identitaire des Malgaches, nous avons le plaisir d'écouter donc Manassé Sobimandous et par cela aussi voir des extraits de photographies qui sont donc des photos qui font partie de notre base de données, car le musée de la photographie en réalité est un établissement de conservation, de préservation et de valorisation du patrimoine photographique malgache et aussi donc de partage de connaissances. Car pour nous, l'image, donc la photographie, est un bel outil de transmission de connaissances et particulièrement de l'histoire. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à M. Sobimandous Manassé. Mesdames et Messieurs, quelques éclaircissements préliminaires. Le mythe, ce n'est pas la bataille qui a bien eu lieu, même si elle n'a pas été ce qu'elle aurait dû être. Une bataille décisive pour défaire les troupes de Duchesne. Le mythe, c'est une résistance héroïque ou une défaite non honteuse des Fulanda à Andrib le 21 août 1895. Plus d'un siècle après l'événement, 126 ans dans 2 mois, des gens affirment ou croient que le dicton Tsmaf Otantaniendriben, Tsmaf Tuntaniendriben rappelle bien que là a eu lieu la plus grande bataille où se sont affrontés le corps expéditionnaire français et les troupes royales commandées par le général Reinanzala. Or, au lieu de bataille, on a eu droit à la débandade qu'explique la situation intérieure du royaume de Madagascar, débandade que l'on présente comme un événement glorieux et dont le souvenir est entretenu comme un mythe. La bataille d'Andrib. Le 9 juin 1895, les Français occupent Maivatanana, qui est en réalité Maivatanana 2, sur la rive droite de l'Ikoup, après le Maivatanana 1, qui est sur la rive gauche de la Vitsbouk. Je vous demande de revoir votre géographie. Et le général Duchesne installe son quartier général à Suberbiville, qui est la partie basse de Maivatanana actuelle. Le 28 juin 1895,
les Fulwanda lancent leur grande offensive de Tsarasok, qui se trouve à 20 km au sud de Suberbiville, visant à neutraliser la 6e compagnie du 2e bataillon algérien, occupée à construire la piste et protégée seulement par un peloton de chasseurs et avec 2 pièces de 80. Les combats sont très vifs et la situation des assiégés, c'est-à-dire des Français, est critique à certains moments. Ces Français ont là leur premier véritable combat et ils ont eu beaucoup de mal à briser l'ardeur des assaillants. Le 30 juin 1895, après avoir consolidé les défenses de Tsarasov, ils se lancent à l'assaut du mont Belitsk, à 10 km à l'est de Tsarasov, pour en déloger les hommes de Ranianzala. Ces derniers quittent leur position dans la précipitation et vont renforcer les dispositifs défensifs d'Antibes. Les Français trouvent au mont Belitsk 4 canons Hotchkiss modernes, des armes et des munitions, des tentes et une caisse remplie d'une importante somme d'argent abandonnée là par les fuyards. Désormais, les Français sont libres de livrer bataille pour se rendre maîtres d'Antibes, à 50 km au sud de Tsarasov, c'est-à-dire à 70 km de Suberbiville ou de Mevatanen. Antibes, c'est une forteresse imprenable. Si, pour ceux qui sont allés à Marjanga et qui ont vu Antibes, qui regardent Antibes au retour, ou ceux, alors, vous connaissez la topographie, le site, ceux qui ne sont pas allés là-bas, imaginez que vous êtes à Anousbé, ou bien à Ampeflou, et que vous voyez cet amphithéâtre qui est devant vous, avant que Amboudzanar n'a pas été encore creusé pour donner un Kadladen, avant que la colline d'Andoual n'a pas été encore rasée pour installer la cathédrale, avant que la colline d'Amboutsrouïta n'a pas été encore aplanie pour donner à Antanarène. Mais s'il y a à peu près 100 et plus de dénivellation entre la plaine et le sommet de là où se trouve le palais de la Reine, à Antibes, la dénivellation est d'à peu près entre 800 et 900 mètres. Et que c'est quelque chose d'imposant pour les Français. Ces sites défensifs, les Fulwanda, avec l'aide du colonel, du major Grave, avaient fortifié. On a des fortifications. Alors, ça c'est le pic d'Antibes. Vers l'est, vous avez le col, et vers l'est de ces pics, vous avez les monts Tiangereza. Et que les assaillants ne pouvaient passer que par le col. Ils ne pouvaient passer que par le col, et donc ils étaient évidemment en bas par rapport au Fulwanda qui se trouve sur le sommet de la crête. En réalité, il y a 3 paliers. Il y a ce sommet
du site, il y a un palier où on a une ligne de crête et un peu plus bas encore, on a la deuxième ligne de crête. Et donc c'est sur 3 niveaux que les Fulanda ont érigé ces ouvrages défensifs où ils pouvaient prendre en tenaille évidemment tout assaillant. Donc de nombreuses fortifications pour assurer la défense d'Antibes. Mais ces fortifications étaient aussi dotées d'armes modernes, les canons Hotchkiss, les canons Gardiner, les canons Hotchkiss, des armes rapides comme les fusils Schneiders et les fusils Gardiner, et des artilleurs formés que l'on a appelés les cadets, en fait parmi les cadets. Et donc, et en plus, et enfin, les Fulanda avaient le choix de terrain, ils avaient le choix du terrain. Ce sont eux qui imposaient le terrain où ils devaient se battre avec les autres. Or, cette forteresse imprenable a été vite abandonnée par les Fulanda. Le 15 juillet 1895, après cette bataille de Tsarasote et la contre-offensive de Bélitz, les Français quittent Suburbiville pour rallier Tsarasote et Antibes, au rythme d'un peu plus de 2 km par jour. Pour voir les difficultés de déplacement du corps expéditionnaire. Et devant subir aussi les attaques de harcèlement lancées par les hommes de Ranianzala. Plusieurs combats de harcèlement, dont la bataille de Soif-Nandine, le 16 août. Et enfin, le 20 août, ce corps expéditionnaire français campe au village d'Antibes. Le 21 août 1895, ils engagent les hostilités en bombardant les positions de Fulanda à 14 heures, le 21 août. Ils sont donc en position dominée puisqu'ils sont en bas, que les Fulanda sont en haut, sur les hauteurs. On assiste alors à des duels d'artillerie. Mais les ouvrages tenus par les hommes de Ranianzala cessent les tirs les uns après les autres. Seule la fortification du pic d'Antibes continue le combat et elle cesse aussi les tirs à 17h30. En tout, les combats ont donc duré de 14h à 17h30. Le 22 août 1895, dans la matinée, les Français, à partir de 8h, montent à l'assaut de cette ligne de défense où ils ne rencontrent aucun adversaire, et ils occupent les uns après les autres les camps et les fortifications d'Antibes abandonnés par les Fulanda. Abandonnés par les Fulanda dans une fuite éperdue. Les fuyards abandonnent armes et munitions, abandonnent des vivres, du riz dans les silos et incendient presque tous les hameaux et les camps qui existaient.
le 22 août 1895, pensant livrer une grande bataille à Antibes et découvrant les ouvrages et les fortifications, les Français sont déçus. Mais ils concluent que peut-être ou sûrement le Foulouanda ne voulait pas se battre. Donc, la bataille d'Antibes est une fuite. L'on peut alors se demander pourquoi la fuite à Antibes. Pour expliquer cette fuite des Foulouanda, même si on savait que depuis Majanga, les Foulouanda fuyaient ou s'est dérobé et ne voulaient pas véritablement engager la bataille, Antibes, qui est une forteresse imprenable que tout Miaramil pouvait défendre, cette fuite, il ne suffit pas d'incriminer le seul Miaramil pour cette fuite, il faut aussi, peut-être, tenir compte des causes profondes. Les causes profondes de la fuite d'Antibes. D'abord, les Merles étaient seuls face aux Français. L'unification voulue par Andjanapoun Merle, engagée par Adam Ier, cette unification est restée inachevée en 1895. En effet, les populations restaient indépendantes. Les populations soumises par ignorance ou indifférence ou neutralité ne se sentaient pas concernées par cette guerre et donc ne participaient pas à l'effort de guerre. Les Santankaran et les Sakalava de Nousbé constituent un cas à part. Mais les Merles, seuls face aux Français, ne font pas non plus bloc avec leurs dirigeants. Les Bourzanes, puisque la population Merle était divisée en deux, les Bourzanes et les Miaramil, les Bourzanes pensaient que soutenir la guerre ne signifiait pas la défense de la patrie, mais la défense des intérêts des grands. C'est ainsi que la contestation gronde dans Tananarive et que des tracts contre les grands de la cour et même contre le Premier ministre sont placardés ici et là dans des quartiers de la ville. Les Miaramil, ou beaucoup d'entre eux, des Miaramil, n'ont plus peur des sanctions qui disaient tout déserteur devait être brûlé vif. Puisqu'on n'a pas brûlé vif, les Miaramil du Buide, qui étaient de Majanga ou de Marvoie ou d'Abat, et donc les autres disaient, on ne les a pas brûlés, nous aussi, on bénéficiera de la clémence de la reine ou de la clémence des dirigeants. Pire, ils grossissaient les rangs des Fahaval, les rangs des Toutakel ou des Dzirk. Donc, population divisée. Mais l'oligarchie, elle aussi, est divisée devant les conquérants. Les Andines qui se jalousaient sont frustrés. Ils vivaient mal leur classement dans le groupe des Fouts, où ils risquent d'être confondus avec les Houves, et que donc il n'y aurait pas de hiérarchie à l'intérieur de ce groupe Fouts. Tant qu'on parlait des Andines, d'abord des Mernes, ensuite en dessous,
on voyait la hiérarchie, mais quand on parle de foot, on ne voit pas tout de suite la hiérarchie. Les Maintendés sont rabaissés et écartés du pouvoir. Par la politique d'amalgame, on a adjoint aux Maintendés les Azamangues, composés de Machumbik affranchis en 1877 ou d'anciens esclaves qui ont été affranchis. Et le nouveau groupe est appelé Mainti. Ainsi, les Maintendés sont rabaissés au même rang que les Andés, vous considérez toujours comme étant des Mainti. La preuve, c'est qu'ils sont écartés du pouvoir. Du temps de Radam, il y avait 36 officiers supérieurs Mainti, c'est-à-dire à Maintendés, les Tsirondars, les Mamiches et les Manides. 36 du temps de Radam Ier. Ils étaient 71 à la mort de Ranavaln Ier. Et ils sont 9 en 1895. De 36 à 68, ils sont redescendus à 9. Pire, Reilayarvoun a refusé que des funérailles officielles soient organisées lors de la mort de Reingouri, 16 Vunad, qui est le sommet de la hiérarchie militaire. Mais les Houves eux-mêmes sont divisés. Les Houves de la Varadan face aux Houves des autres tours de l'Imer. Mais dans la Varadan même, les Tsimiamboula face aux Tsimaafut. En un mot, les rivalités entre des factions sont toujours entretenues, même devant la menace française. Et Reilayarvoun est un résistant isolé, un résistant esselé. En 1895, plus que jamais, il est seul. Il vit mal les dissensions au sein de sa famille. Sa femme, la reine, se montre distante, se montre indépendante. Et Reilayarvoun n'est pas proche de la population qu'il maintient ou qu'il essaie de maintenir dans l'ignorance de la situation réelle en filtrant les nouvelles. Ainsi, il n'y a pas eu d'union sacrée devant les Français. Alors, pourquoi le succès ou la postérité de ce mythe d'Andib? La prétendue résistance à Andib est une falsification de l'histoire. Et l'on peut se demander pourquoi cette résistance fictive survit dans la mémoire collective. Cette histoire, au départ, a été inventée par les troupes de Reinyanzala. D'abord, pour se distinguer des troupes stationnées dans le Buin, éviter d'être assimilés à des fuyards, puisque les troupes stationnées dans le Buin étaient des fuyards. Et les troupiers français avaient même donné un surnom à son commandant, le général Ramassou Bazar, le surnom qui est « Ramasse ton bazar ». C'est pour aussi imposer l'image de combattants héroïques qui n'ont cédé que devant la supériorité des Français. Ceux
Et ceux qui restent des troupes de Ramazan ne pouvaient contredire ces faits. Ils sont, parce qu'ils participaient aussi à la défense d'Antibes. Ces restes des troupes de Ramazan se sont en quelque sorte rachetés en ayant participé à la grande bataille d'Antibes. Mais c'est aussi pour expliquer la reddition d'Antananarive. Les troupes qui défendent Antananarive et leur chef adoptent cette version des faits qui accrédite l'idée qu'ils ne pouvaient pas gagner face aux vainqueurs d'Antibes. Et d'ailleurs, Antananarive s'est rendu un après-midi, après quelques duels d'artillerie. Mais c'est enfin pour expliquer, pour montrer la vanité de la résistance aux Français. Ceci pour disqualifier la résistance des Menaland, puisque les grands, les membres de l'oligarchie, les grands du royaume, ont déjà pris la décision de collaborer avec les Français. Mais c'est aussi pour minimiser les combats des populations indépendantes qui ont duré jusqu'en 1904. Et que donc, on pouvait combattre les Français. La bataille en conclusion, la bataille d'Antibes relève de l'histoire interdite, celle qu'il n'est pas bon de révéler, celle qui apparaît sous la forme d'une histoire travestie que protègent les Azamamou à Foutamag. Azamamou à Foutamag n'est pas remuer la boue qui dort. D'où, parfois, sinon souvent, on préfère le mensonge à la vérité. Or, peut-être faut-il regarder l'histoire en face d'une façon sereine et apaisée pour comprendre le présent. Car de 1895 à 1904, devant l'envahisseur, les Malgaches étaient divisés. Et ils se sont battus, les Français les ont battus les uns après les autres. Car contrairement à ce que laisse entendre la formule populaire, l'histoire ne se répète pas. Mais l'ignorance de l'histoire peut expliquer pourquoi un groupe ou un peuple reproduit les mêmes erreurs. Aussi, devons-nous connaître et approfondir notre histoire pour que nous apprenions non seulement de nos succès et réussites, mais pour que nous apprenions aussi de nos erreurs et de nos échecs. Je vous remercie.